Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Timothée Bastide et je suis actuellement en première année de thèse sur l'évolution de structures florales au sein des iridacées. Mais ce soir, je ne vais pas vous parler de mon projet de recherche. Ce soir, je vous invite à faire un petit peu de philosophie sur le vivant en vous présentant la théorie de l'ontophylogénèse, formulée dans les années 80 par ce cher monsieur du nom de Jean-Jacques Cupiec. Désormais à la retraite, il était biologiste moléculaire et épistémologue à l'ENS de Paris. Avant de continuer, je voulais préciser que je ne suis pas un expert du sujet et que ce soir, je ne suis qu'un simple médiateur pour vous partager une vision a priori plus juste de ce qu'est le vivant. C'est parti. Alors, avant de définir ce qu'est l'ontophylogénèse, je vous propose de diviser ce mot en trois. On retrouve onto, philo et genèse. En fait, deux notions s'imbriquent au sein de la théorie de l'ontophylogénèse. On retrouve l'ontogénèse, c'est la genèse des individus, c'est-à-dire leur développement de l'œuf à la mort, et la phylogénèse, c'est la genèse des espèces, c'est-à-dire leur histoire évolutive. Afin de comprendre la théorie de l'ontophylogénèse, il faut bien comprendre ces deux notions que je vais définir maintenant en commençant par la phylogénèse. Alors, comment on étudie l'histoire évolutive des espèces? Très grossièrement, très grossièrement, il faut déjà délimiter, nommer des espèces, c'est ce que fait la taxonomie. Et ce soir, je vous présente mes exemples. Ces trois espèces magnifiques de papillons. Vous pouvez remarquer la gaieté que j'essaye d'inclure dans cette conférence philosophique pour le bien de vos cerveaux. Et à partir de ces trois espèces de papillons, on peut réaliser une étude phylogénétique pour établir les liens de parenté entre ces trois espèces. Donc voilà. Depuis tout à l'heure, je parle d'espèces, mais au final, qu'est-ce que c'est une espèce? En fait, il y a de nombreux concepts d'espèces. Espèces biologiques, écologiques, morphologiques, phylogénétiques, etc. Alors parmi ceux-là, lequel est le juste? Darwin disait que définir l'espèce, c'était essayer de définir l'indéfinissable. Et il avait raison, parce que cette multiplication de concepts montre que l'espèce n'est au final qu'une entité subjective, une abstraction. Et si l'espèce est une abstraction, alors on ne peut pas dire qu'une espèce évolue. Alors au final, qu'est-ce qui évolue? Eh bien, en réalité, ce sont les populations qui évoluent. Et plus précisément les populations d'êtres vivants prises dans le flux du vivant, c'est-à-dire les lignées généalogiques. Alors, pour illustrer ça, on peut regarder cette population dans laquelle il y a plusieurs générations, 4, chaque colonne représente une génération, et dans cette population, il y a de la variation aléatoire entre les individus. Ça peut être de la variation morphologique, génétique, comportementale, etc. Et les individus ont la capacité de transmettre cette variation aux futures générations. Les populations continuent d'évoluer au fil du temps et vous pouvez voir qu'il y a des lignées généalogiques qui peuvent diverger et s'isoler les unes des autres, séparées par des obstacles physiques, chimiques, biologiques, etc. Ce sont des contraintes environnementales auxquelles les individus vont faire face et c'est dans la plupart des cas les variants adaptés à ces contraintes environnementales qui vont survivre et pouvoir transmettre leur patrimoine aux générations futures. Ces trois éléments constituent les points clés de ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ensuite, cette généalogie, finalement, où des lignées généalogiques peuvent s'isoler, c'est ce que Darwin appelait la descendance avec modification. Vous pouvez même voir que des lignées s'arrêtent, car les individus ne survivent pas aux contraintes environnementales auxquelles ils font face. On parle d'extinction. Les populations continuent d'évoluer jusqu'à aujourd'hui, où l'on peut observer ces papillons. Et finalement, les espèces, ce n'est que l'abstraction que l'on fait sur cette généalogie. En fait, c'est comme si on prenait une photo de la généalogie à l'instant T. Donc, pour vous montrer à quel point c'est un abus de langage de dire qu'une espèce évolue,
on pourrait prendre des photos à différents instants de cette généalogie, comme au début, où on pourrait définir une espèce, mais à un autre instant, où cette fois-ci, on pourrait définir 3 espèces, et ainsi de suite. Donc l'espèce n'évolue pas, c'est une photo sur la généalogie. Voilà ce qu'il faut retenir sur la phylogénèse. Une espèce est une abstraction sur ce qui existe réellement, c'est-à-dire la généalogie des individus. Les populations évoluent à travers la sélection naturelle, entre autres. Donc il faut de la variation, de la transmission de cette variation et des contraintes environnementales. On peut dire que on observe de l'ordre à partir de l'aléatoire, du désordre. Maintenant, on va passer à l'ontogénèse. Donc on peut étudier le développement d'individus dans plusieurs domaines scientifiques, l'embryologie, la biologie moléculaire ou encore la physiologie. Et on peut étudier le développement de l'individu à plusieurs niveaux. Après la naissance, de la fécondation à la naissance, oui, c'est ça, et plus profondément au niveau de l'expression génétique. Ce qu'on nous apprend à l'école et à la faculté sur l'ontogénèse relève de ce qu'on appelle le déterminisme génétique. Selon cette vision, selon le déterminisme génétique, il y aurait un programme génétique qui contrôlerait le développement de l'individu pour atteindre un stade mature qui serait la finalité du développement. Je vous propose maintenant de reprendre petit à petit ce concept de déterminisme génétique. Alors, quand on parle d'expression génétique, on parle de la production, de la synthèse d'une protéine fonctionnelle à partir de la transcription d'un segment d'ADN. La protéine va avoir une structure tridimensionnelle qui va lui permettre d'interagir spécifiquement selon le modèle clé-serrure avec d'autres molécules comme d'autres protéines ou encore de l'ADN. Et ces interactions spécifiques, c'est ce qui va nous permettre d'expliquer comment l'information génétique régule le fonctionnement du génome lui-même. Je vous propose d'illustrer ce que je viens de dire avec le modèle de l'opéron lactose proposé par Jacob et Monod, qui ont mis en évidence les cascades de régulation de gènes. Donc on a le gène LAC-I qui code pour une protéine régulatrice qui va inhiber l'expression des gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A en se fixant spécifiquement au site de transcription de ces gènes. En présence de lactose, cette protéine va se lier à ce lactose et donc libérer le site de transcription des gènes verts. Donc les gènes vont pouvoir être transcrits, ils vont s'exprimer et coder pour des protéines qui vont finalement digérer le lactose en galactose et en glucose. C'est à partir de ce modèle d'opéron lactose qui est né le programme génétique ou réseau génétique. Donc pour résumer le programme génétique, on a des gènes qui codent pour un phénotype, des gènes qui déterminent le développement de l'individu. Donc au final, on a une ontogénèse qui est unidirectionnelle. On peut résumer le programme génétique par l'établissement de l'ordre macroscopique, l'individu, par l'ordre microscopique, c'est-à-dire le réseau génétique avec des interactions spécifiques de gènes. Et dans ce contexte, il n'y a qu'un seul point de contact avec la phylogénèse. Donc, il y a des mutations qui surviennent dans le génome. Ces mutations vont permettre le développement de mutants au sein des populations. Et enfin, l'environnement, la sélection naturelle liée à l'environnement va sélectionner ces individus. Donc, le point de contact entre la phylogénèse et l'ontogénèse est indirect et il consiste en la sélection des mutations au sein du génome à travers la sélection naturelle des individus qui portent ces mutations. Donc, l'ontogénèse et la phylogénèse ne sont pas liées causalement. En fait, le déterminisme génétique, il a des limites, il présente des limites. Au début de l'embryogénèse, on observe des populations de cellules homogènes, puis les cellules vont se différencier pour donner des feuillets embryonnaires, comme
les 3 feuillets qu'on retrouve chez les humains ou les insectes, par exemple. Donc on passe d'une homogénéité à une hétérogénéité. Pour expliquer ce passage avec la différenciation cellulaire, des chercheurs ont formulé ce qu'on appelle le modèle instructif. Donc dans ce modèle, on a une cascade de régulation génétique qui va permettre à une cellule d'envoyer un signal à une autre cellule qui va se différencier à travers une autre cascade de régulation génétique propre à ce signal. Donc, pour être plus clair, on a une induction de la différenciation de manière spécifique, déterminée par le signal reçu. Ce modèle instructif, il présente des problèmes, en fait. Le premier problème, c'est qu'on a affaire à 2 types de cellules. Donc, le modèle explique la différenciation cellulaire avec des cellules déjà différenciées. Le deuxième problème, c'est que le modèle fait le postulat que les cellules réceptrices, réceptrices de signaux vont rester stables, ne vont pas se différencier tant qu'elles ne reçoivent pas de signaux. Or, les données expérimentales sont claires, même des cellules en culture dans un environnement constant sans signaux, les cellules en culture vont changer, elles vont créer de la variabilité dans leur population. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de faire du clonage pour garder des lignées cellulaires identiques. Le troisième problème de ce modèle, et d'ailleurs c'est le problème le plus important du déterminisme génétique, ça repose sur le fait que finalement, les interactions protéiques, bien, elles ne sont pas spécifiques. En effet, la structure tridimensionnelle des protéines n'est pas stable, elle n'est pas rigide, mais elle est hautement flexible. Donc, ça veut dire qu'une même protéine peut avoir plusieurs activités. Avec cette nouvelle information, on peut changer notre vision de l'expression génétique. Donc, selon le déterminisme génétique, les protéines régulatrices de l'expression génétique n'auraient qu'une seule distribution possible sur le génome. Mais en réalité, il y a une multitude de distributions possibles pour ces protéines régulatrices. Ce qui va mener à une multitude de combinaisons possibles et une multitude de structuration de la chromatine possible, avec chacune une probabilité de se réaliser. Ceci, ça va impliquer une expression probabiliste, stochastique, ou plus simplement aléatoire des gènes. Et cette expression probabiliste des gènes va engendrer à une plus grande échelle une variation aléatoire entre les cellules. Donc, sachant cela, comment le modèle stochastique probabiliste va expliquer la différenciation cellulaire? Je vous propose de regarder ce petit exemple dans lequel il y a une cellule souche avec une protéine régulatrice qui, de par sa non-spécificité, peut permettre l'expression du gène A ou l'expression du gène B. Supposons qu'il est plus probable, lorsqu'elle produit des cellules filles, que la protéine régulatrice permette l'expression du gène A. Les 2 cellules filles vont devenir des cellules A, elles se différencient en fait en cellules A, elles vont présenter une protéine membranaire de type A. C'est un exemple parmi tant d'autres. Cette interaction entre les 2 cellules n'est pas stabilisante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les protéines régulatrices, eh bien, elles peuvent continuer à se balader aléatoirement sur le génome, avec une certaine probabilité, bien sûr, et c'est ce qui va se passer sur la 2e cellule en bas, qui va se différencier en cellule B et qui va présenter une protéine de type B, grâce à l'expression du gène B. Maintenant, on a une interaction entre la cellule A et la cellule B qui va permettre des cascades de régulation génétique interne à ces 2 cellules. Et ces cascades de régulation vont permettre la stabilisation de l'expression génétique. Alors finalement,
on se retrouve avec deux cellules différenciées et plutôt même stablement différenciées. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, j'ai introduit la sélection naturelle au sein de l'ontogénèse. On a de la variation aléatoire entre les cellules, on a de la transmission grâce à la mitose, et on a des contraintes environnementales, de par les contraintes d'interaction par exemple, mais il en existe d'autres. Donc pour illustrer plus clairement ce que je suis en train de vous dire, on va prendre l'exemple depuis la fécondation. Donc la cellule œuf va se diviser par mitose successive, et au bout d'un moment, on va avoir affaire à une population dans laquelle il y a de la variation aléatoire entre les cellules. Et chaque cellule va avoir la possibilité de transmettre cette variation aux générations suivantes. Au fil du temps, des lignées généalogiques vont pouvoir diverger, s'isoler les unes des autres. Je me répète un peu, mais justement, c'est le but. Et elles divergent parce qu'elles font face à des contraintes environnementales. Donc là, on retrouve les trois éléments clés de la sélection naturelle. On parle de darwinisme cellulaire ou d'endodarwinisme. Donc on peut continuer jusqu'au... Ah oui, pardon, je voulais dire aussi que les extinctions existaient, entre guillemets. Donc il y a des lignées qui s'arrêtent. Et c'est d'ailleurs un phénomène très présent et très important au cours du développement des individus. Donc on peut continuer jusqu'au jour 7, par exemple, où on va pouvoir observer les trois feuillets, ectoderme, endoderme, mésoderme. Et si on prend une photo de cette généalogie à cet instant, eh bien, on pourra observer le stade blastocyste. On pourrait aller plus loin dans cette généalogie. On déballe un peu le temps, hop, hop, et on va se retrouver avec la présence d'une lignée pour des soies, pour les fausses pattes, pour les cornes anales. Et si on fait une photo de cette généalogie à cet instant, on va pouvoir définir cette photo comme le stade larvaire ou la chenille dans notre exemple des papillons. Évidemment, si je vais plus loin, on pourra refaire une photo et là, on va apercevoir le stade adulte. Là, c'est un individu de l'espèce de papillon 3. Ok. Là, du coup, j'ai fait un peu la même chose que pour la phylogénèse. Et pour les espèces, en fait, pardon, les individus, vous devez vous rendre compte que c'est, à l'instar des espèces, des abstractions que l'on fait sur la généalogie du développement. Bon, maintenant, vous pouvez comprendre qu'on peut comparer la phylogénèse et l'ontogénèse. En effet, on a des populations dans lesquelles il y a de la variation aléatoire en son sein et de la sélection naturelle. Les espèces et les individus sont des abstractions sur cette généalogie, et cette généalogie, c'est justement l'entité qui est réelle. Mais on ne va pas se contenter de comparer les deux phénomènes. En fait, si vous avez bien écouté au début de ma conférence, j'ai dit que l'ontogénèse et la phylogénèse étaient deux notions imbriquées dans l'ontophylogénèse. Eh bien, on va voir ça tout de suite en faisant un petit zoom sur la généalogie des individus. Donc là, on pourra observer deux papillons qui vont se reproduire et donner naissance à un autre papillon. Et je vous propose maintenant de faire un autre zoom sur les individus, donc plus sur la généalogie des espèces. Et là, on devrait apercevoir cela. C'est la généalogie du développement au sein de la généalogie des individus. Donc, finalement, on comprend que l'ontogénèse est comprise dans la phylogénèse. On pourrait aller plus loin avec le croisement de gamètes, la fécondation. Et maintenant, vous connaissez la suite, sûrement. Il y a division cellulaire, et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, vous avez affaire à un processus cellulaire transgénérationnel qui n'a ni début ni fin. C'est une seule et même généalogie, un seul phénomène de flux de vivants sur lequel on fait des abstractions qui s'appellent les espèces et les individus.
Donc, pour résumer, ah, pardon. Donc, si on ne parle que d'un flux, un seul flux du vivant, finalement, on peut utiliser, on peut l'expliquer, ce flux du vivant, qu'avec une seule théorie. C'est l'ontophylogénèse. Donc, pour résumer l'ontophylogénèse, on a l'expression stochastique des gènes qui vont permettre une variation entre cellules, une hétérogénéité, et cette hétérogénéité va former une sorte d'environnement avec des molécules qui vont interagir entre eux, et ça va sélectionner cette expression stochastique des gènes, ça va stabiliser cette expression stochastique des gènes. Donc on a affaire à une ontogénèse non plus unidirectionnelle, mais bidirectionnelle. Et si les structures cellulaires trient les interactions moléculaires, ces structures cellulaires sont aussi triées par l'environnement externe à l'organisme via la sélection naturelle. Donc, finalement, l'ontogénèse et la phylogénèse sont liées causalement, puisque l'environnement peut trier directement, via les structures cellulaires, les expressions stochastiques des gènes, via la sélection naturelle également. Donc pour conclure, il n'y a pas de programme génétique, de par la non-spécificité des interactions protéiques qui va mener à une expression probabiliste aléatoire des gènes. Donc, il faut changer nos langages. On ne peut plus dire qu'un gène contrôle un phénotype, il faut préférer le mot impulsé. Et ça peut, en fait, cette vision nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'est le vivant, une vision plus juste. Et c'est ce qui va nous permettre, par exemple, d'éviter des bêtises, comme parler du gène qui contrôle la violence, du gène de l'homosexualité, par exemple. Il faut retenir aussi que les espèces et les individus ne sont que des abstractions. Là, ça pose un petit problème d'éthique, puisque ça veut dire que nous, là, actuellement, nous ne sommes que des abstractions sur la généalogie. Ce sont des abstractions, justement, sur une seule et unique généalogie. C'est ça qui est réel. Les populations de cette généalogie, à différents niveaux, sont triées, la variabilité au sein de cette population sont triées par la sélection naturelle. Et au lieu de parler d'ordre par désordre d'un côté pour la phylogénèse et d'ordre par l'ordre d'un autre côté pour l'ontogénèse, finalement, on n'a qu'un seul processus d'ordre apparent, d'observation d'ordre, par l'aléatoire, par le désordre. Et je tiens aussi à préciser que cette théorie, elle a déjà été adoptée par plusieurs chercheurs, par la plupart des chercheurs en biologie moléculaire et en biologie cellulaire, notamment en cancérologie ou en immunologie. Ouh là là, ça y est, c'est la fin. Car finalement, les cancers et les cellules immunitaires font partie de cette généalogie, et avoir cette vision d'ontophylogénèse est super importante. Il y a aussi des chercheurs qui l'appliquent à la systématique. Je pense à Guillaume Lecointre, notamment. Et j'en ai fini. J'espère que je ne vous ai pas détruit le cerveau. Et je vous remercie de votre attention, en espérant vous avoir ouvert l'esprit sur cette théorie. Donc du coup, on va passer aux questions. Pour tous ceux qui sont en présentiel, n'hésitez pas à aller le voir pendant l'apéro parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on est pas mal en retard. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Donc on a deux questions de Lisa qui nous demande en quoi les extinctions sont très importantes pour le développement des individus. La deuxième question de Lisa, c'était tu parles de flux du vivant au singulier, mais comment peut-on l'appliquer à l'évolution, sachant que le vivant peut avoir plusieurs origines?
une autre question, comment tester cette théorie expérimentalement? On va s'arrêter là pour les questions parce qu'on est pas mal en retard. Encore une fois, je vous invite à poser des questions pendant l'apéro et je vous souhaite une bonne soirée.